Bonjour, aujourd'hui je fais cette vidéo parce qu'on m'a demandé d'expliquer un petit peu ce qu'était la sophrologie, ses origines, son histoire un petit peu, et puis à quoi ça fait référence en fait. Donc la sophrologie a été créée par un médecin neuropsychiatre, Alfonso Caicedo. Lui, à la base, était colombien, hein, il est né à Bogota, et puis il travaillait ensuite en Espagne. Donc, lui, en fait, quand il observait la violence des traitements de ses patients, il était outré et choqué, et il souhaitait vraiment développer une autre méthode pour traiter ces patients. Il y a eu beaucoup d'influences. Il s'est inspiré de nombreux travaux qui l'ont précédé. Donc, comme je disais, la création du nom, c'est 1960. Après, il y a eu, bien sûr, l'élaboration des différents concepts. Et il s'est inspiré de travaux précédents. Notamment les travaux du médecin neurologue Charcot. Donc, juste pour référence, Charcot, il travaillait sur l'hystérie des femmes, en fait, chez les femmes surtout. Et il a travaillé beaucoup sur l'état modifié de conscience qui permet de traiter des pathologies psychiques. Et notamment, il a développé, bien sûr, l'hypnose. Et ce qui a permis, en fait, de travailler de façon thérapeutique. Alors, à savoir que voilà, il s'est aussi intéressé aux travaux de Freud avec les différents états de conscience, hein, avec la psychanalyse notamment. Et ça lui a permis un petit peu à Caicedo de structurer les différents états de conscience. Et notamment, donc, nous, en tant que sophrologues, nous ne travaillons pas avec le subconscient directement, comme on le fait en hypnose. Les sophrologues travaillent avec la conscience de la personne. Donc nous, ce qu'on recherche, on va passer par la détente et le relâchement pour aller un petit peu faire taire le mental, j'ai envie de dire. Et donc, on va arriver à un état, donc l'objectif est d'arriver à un état de conscience qu'on appelle sophroliminal. Donc, ça va être un état où on est toujours conscient et on va pouvoir travailler à ce niveau-là, faire un petit peu taire le mental pour s'écouter soi-même réellement. Voilà. Après, il y a eu d'autres influences, notamment avec le docteur Vitose. Donc lui, Vitose, c'est la méthode de relaxation psychosensorielle. Ça, c'est très intéressant. Donc ça permet de décrire en fait le sens et la concentration sur la conscience, sur le niveau de conscience. Très intéressant, très utilisé en sophrologie. Et puis aussi de dire que voilà, nous on est sophrologue, on vous donne des outils, mais le client lui est autonome. Il doit devenir autonome dans sa gestion en fait de sa problématique. Donc cette partie est très très intéressante et très utilisée. Ensuite, il y a une grosse influence aussi de l'autosuggestion positive. Hein. Émile Coué, qui était un psychologue lui aussi. Donc, se répéter des choses positives, j'ai envie de dire, va dans le bon sens pour aller mieux. Donc, il y a vraiment un rôle comme ça de répétition de phrases positives qui peuvent jouer, être déterminants sur la conscience. Ensuite, une autre influence, c'est l'américain Edmond Jacobson. Donc lui, là, c'est plutôt de la relaxation neuromusculaire, j'ai envie de dire. On va travailler en fait tout ce qui est contraction musculaire pour aller chercher davantage de détente, que ce soit physique ou mentale. Ensuite, il y a le training, ce qu'on appelle autogène, c'est Schutz. Là, c'est la méthode de relaxation suggestive. Donc là, vraiment, on fait des répétitions de suggestions qui sont très spécifiques,
qui va permettre de relâcher le mental et le corporel. Pareil, toujours dans cette intention d'atteindre cet état modifié de conscience sophroliminal. Et puis, il y a une autre influence, c'est Milton Erickson, hein, bien sûr, avec l'hypnose ericksonienne. Lui aussi dit que le client, le patient, détient toutes les ressources permettant de répondre à sa problématique. Et ça, c'est très intéressant, car ça permet de définir la place du thérapeute. Hein. Le thérapeute doit rester humble, parce que finalement, c'est pas lui qui a la réponse, c'est le patient. Et le sophrologue ne fait que donner des outils pour que notre patient fasse des prises de conscience lui-même, et ce n'est que par ces prises de conscience qu'il va faire lui-même qu'il va pouvoir progresser. Voilà, on ne peut pas se mettre à la place des personnes. Le vécu, il est unique. Chaque être humain est individuel et unique. Et ça serait vraiment prétentieux de se dire que voilà, on connaît mieux la personne qu'elle-même se connaît. Ensuite, donc tout ça, c'est on va dire des influences côté occidental. Et il y a aussi une grosse influence philosophique. Donc, il y a un philosophe, Edmond Husserl. Donc, lui, c'était surtout sur la phénoménologie, ça, c'est vraiment l'étude des phénomènes. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'à un moment donné, c'est bien de diminuer le jugement, que ce soit l'auto-jugement pour le client ou même nous en tant que thérapeute, hein, nous devons absolument retirer nos filtres, retirer le jugement. Et c'est qu'en faisant ça, en fait, qu'on sort de l'interprétation, forcément, et qu'on se base sur les faits et le vécu de ce qui s'est réellement passé dans la vie d'une personne. Et pareil, cette influence-là et la description de ce qui est et pas de ce que l'on croit est déterminant dans la progression en fait de notre client. Ensuite, il y a d'autres influences, donc notamment les influences d'origine occidentale. Donc, il y a le yoga, puisque Caicedo a fait un long voyage en Asie, parce qu'il voulait un peu voir d'autres choses. Et donc, comme vous savez, je suis professeure aussi de yoga. Donc, il y a certains exercices qui viennent un petit peu du yoga. Ça permet de lier le corps et l'esprit un petit peu plus sur certains exercices. Ensuite, il y a l'influence en fait du bouddhisme tibétain. Donc là, ça va plus être ce qu'on va dire une pratique un peu méditative où là-bas, ils font des répétitions de mantras. Donc ça a un impact toujours de cette suggestion qu'on se répète. Et puis, il y a le zazen. Le zazen, donc c'est une pratique japonaise du bouddhisme et qui met vraiment l'accent sur les marches méditatives. Alors, on va utiliser ça dans certains cas pour, pareil, aller... c'est des postures qui sont faciles, hein, qui demandent de la concentration, mais qui permettent un accès de conscience également dans ces méthodes de marche méditative. Voilà, la méthode, elle s'est développée. Maintenant, c'est devenu un peu un outil de développement aussi personnel, de pouvoir aller chercher son potentiel personnel, vraiment en se mettant à l'écoute de soi aussi. Et on va utiliser différents moyens. Donc, les moyens principaux, hein, pour résumer un petit peu tout ça, dans sa méthode qu'il a développée, Caicedo, c'est surtout de la respiration, avec des mouvements doux, associés avec des mouvements, des fois il y a des contractions musculaires, voilà. On va chercher un petit peu cette détente, ce relâchement dans un premier temps. Et c'est par cet état qu'on va arriver à un niveau de conscience légèrement modifié, toujours dans la conscience. Et là, on va faire ce qu'on appelle des sophronisations dans notre jargon.
Et ce sont en fait le sophrologue qui vous raconte de belles histoires. Alors, bien sûr, il y a un gros travail en arrière-plan parce que le sophrologue se doit de personnaliser chaque individu et en suivant sa problématique, de son vécu et de sa problématique, bien sûr, les histoires qu'il va vous raconter. Et il y a toujours un but, bien sûr, c'est pas par hasard. Alors aussi, une autre chose qu'il faut savoir avec la sophrologie, c'est que ça prend du temps. Ça prend du temps et un vrai engagement. Donc, c'est un peu répétitif au départ, en tout cas, le temps de s'approprier les outils. Et ça demande cet engagement, pratiquement quotidien. Voilà, pour faire des exercices qui vont un petit peu modifier votre état et qui vont faire progresser dans la bonne direction. J'espère avoir expliqué, oui, l'histoire de la sophrologie. Si vous voulez aller plus loin sur la compréhension de la sophrologie, regardez d'autres vidéos. Je vous remercie. Bonne journée. Au revoir.